De l'actualité de ce vendredi 12 février, à la une, la Banque mondiale annonce 10 millions de dollars pour appuyer le programme régional des pêches en Afrique de l'Ouest. Le représentant de l'institution financière a été reçu par le président de la République. Au port autonome de Conakry, lancement des opérations de conditionnement des déchets décédés et équipements contenant les polluants organiques. Et puis en culture, le rappeur franco-guinéen Black M va livrer demain samedi un concert géant au stade de Nongo. À son arrivée, il a animé un point de presse sur les enjeux de ce spectacle. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué du gouvernement. Conakry, le 12 février 2016, ce matin à 6h30, une attaque contre la position guinéenne à Kidal, dans le nord Mali, a fait 3 morts et plusieurs blessés selon un bilan provisoire. Cette attaque, combinée à la roquette et à la camionnette piégée, est la deuxième du genre contre les soldats du bataillon Gangan déployés dans cette région. Une cellule de crise vient d'être mise en place à Conakry sous la tutelle du ministère de la Défense. Le gouvernement rappelle que les soldats guinéens sont engagés aux côtés de l'armée malienne et des forces des Nations Unies, avec lesquelles ils accomplissent avec courage et efficacité cette mission pour consolider la souveraineté du Mali et lutter contre les groupes terroristes. À cette triste occasion, le gouvernement adresse ses condoléances aux familles de nos vaillants combattants et les assure de la solidarité du pays dans ces douloureuses circonstances. La cellule de communication du gouvernement. Direction Sékou Touréa, où le président de la République a reçu en audience le représentant de la Banque mondiale. Au cœur de la rencontre, le développement de la pêche en Guinée et le financement du programme régional de pêche en Afrique de l'Ouest, PRAO. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. La délégation de la Banque mondiale est introduite au palais Sékou Touréa par le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Objectif, faire le point des activités menées en Guinée par cette institution bancaire dans le cadre du projet PRAO Guinée, Programme régional des pêches en Afrique de l'Ouest. Un programme avec une vision très claire. C'est un programme qui permet à la Banque mondiale d'apporter un appui de 10 millions de dollars à la Guinée. C'est un projet qui a un grand potentiel d'améliorer les conditions de vie de la population guinéenne. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés à accompagner, à soutenir le pays. Dans le sens que vous êtes sans doute au courant que la pêche représente en Guinée 30 000 emplois, dont 18 000 occupés par des hommes et 12 000 par des femmes. Et la pêche, effectivement, génère une production dont la valeur est estimée à 200 millions de dollars. Donc, au vu de tout ce potentiel que la pêche représente en Guinée, nous avons vraiment, le gouvernement a sollicité l'appui de la Banque mondiale et nous avons accordé ce don de 10 millions de dollars qui a été approuvé le 30 novembre 2015. Et d'ailleurs, nous préparons un appui, un financement additionnel de 5 millions de dollars pour encore davantage appuyer ce projet. Et il nous a fait savoir toute sa détermination pour que ce projet puisse pleinement réussir en Guinée. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture se félicite de ce soutien de la Banque mondiale, bref, des partenaires au développement de la Guinée. Vous voyez l'offensive que nous menons à travers ces rencontres et ce dénouement de dialogue permettront à notre pays effectivement de régler les problèmes au niveau de la pêche. Comme vous le savez, c'est un secteur qui a été extrêmement décrié ces derniers temps. Et l'appui de la Banque mondiale et de l'Union européenne, parce qu'il faut parler de ces partenaires qui sont actuellement avec nous pour relancer le dialogue. Ces appuis vont nous permettre de régler les problèmes, de permettre aux acteurs de ce secteur d'avoir les moyens d'entreprendre des activités au sein de dans le secteur de la pêche pour pouvoir répondre à leurs préoccupations. Le ministre André Loa a en outre dit toute la satisfaction du président de la République à ce soutien que la Banque mondiale vient d'apporter au secteur de la pêche, surtout au projet PRAO Guinée, projet dont les activités ont été officiellement lancées hier au cours d'un atelier. Toujours au palais présidentiel, le responsable de la Fondation Énergie pour l'Afrique a été également reçu par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le soutien de la Guinée dans le cadre de l'énergie pour tous a dominé cette autre rencontre, commentée par Sanassi Keïta.
Jean-Louis Borloo au palais Sékou Touréa. Les questions énergétiques dominent ces échanges de plus d'une cinquantaine de minutes entre le chef de l'État et le président de la Fondation Énergie pour l'Afrique. Des discussions qui augurent sans nul doute de belles perspectives pour la Guinée en matière énergétique. La Guinée a fait des progrès les plus importants d'Afrique, notamment avec Caleta et puis un autre barrage Repiti bientôt. Et vous savez que tous les chefs d'État africains souhaitent que le président Alpha Condé soit le leader pour aider toute l'Afrique à l'accès à l'électricité pour toutes les familles. Donc c'est ce travail avec les accords internationaux. Ça a été discuté à Addis Abeba au sommet de l'Union africaine. Et donc je vais avoir le leader africain pour l'électrification de l'Afrique. Et on a une petite séance de travail. Récemment, dans la capitale éthiopienne, pour le sommet de l'Union africaine, les dirigeants africains n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du président Alpha Condé pour les efforts qu'il ne cesse de déployer en faveur de l'énergie en Guinée, mais aussi pour le continent. Il manquait un leader africain. Et donc là, la grande discussion à Addis Abeba, c'était voilà, qui a l'autorité, l'expérience, l'envie. Bon, et ils sont arrêtés sur le président Alpha Condé. Bon. Maintenant, il faut que tout ça soit rédigé, qu'il y ait une agence spécialisée pour toute l'Afrique. Enfin, il y a un travail méthodique. Et puis, un tour du monde du président. Il faut aller voir les chefs d'État européens, le président Obama, enfin, tous ceux qui ont dit qu'ils soutenaient ce plan d'électrification en Afrique. Le président de la Fondation Énergie pour l'Afrique a enfin ajouté qu'il continuera toujours à appuyer le gouvernement guinéen dans sa politique de construction des barrages hydroélectriques afin de permettre à la population de jouir pleinement de son potentiel énergétique. À la une de l'actualité également, l'intersyndicale et le gouvernement étaient ce vendredi encore autour de la table de négociation. Pour le moment, rien n'est arrêté. Les deux parties doivent encore poursuivre les échanges pour trouver un terrain d'entente. Le porte-parole du gouvernement apporte des précisions au micro de Mamadi Gassama. Il y a un point positif, c'est que et le syndicat et nous sommes en train de chercher les meilleures voies de sortie possibles de cette situation afin d'éviter d'ajouter une crise sociale à une crise, en tout cas une tension économique à laquelle notre pays est soumis. Concrètement, avec les différentes consultations qui ont eu lieu et en interne et même à l'extérieur du pays, pour voir les possibilités qui s'offrent à nous de bouger sur nos lignes respectives, nous sommes venus faire un compte rendu. Nous avons examiné les différentes positions. Certaines personnes ont envisagé des sources de recettes et des sources de diminution des dépenses, tout ceci pour permettre à l'État de faire des économies et de faire face à ses obligations de soulager la population guinéenne. Pour le moment, nous ne sommes pas tombés d'accord sur la nécessité, oui ou non, de baisser le prix du carburant à la pompe et nous envisageons toutes les autres mesures possibles pour éviter de sortir du programme que nous avons, nous-mêmes Guinéens, accepté de conclure avec le FMI. Actuellement, le syndicat continue ses consultations avec le patronat. Nous n'avons pas d'accord formel. Nous allons continuer également demain, s'il plaît à Dieu, pour voir la meilleure manière de sortir afin que chacun, et nous, et le syndicat et le patronat, mais surtout et surtout la population, sortent les grands gagnants de ces négociations. Nous reviendrons sur ce dossier dans nos prochaines éditions d'information. En bref, la Guinée veut améliorer son classement mondial Doing Business. Classé 165e meilleure économie en 2016, le pays vient de cibler 32 réformes pour assainir le climat des affaires et garantir les investissements. Ces réformes ont fait l'objet d'une étude à Conakry. Nous y reviendrons avec Alia Kamara. L'Éthiopie Guinée sur pied d'œuvre pour la finalisation de son plan d'action du budget annuel 2016. Cette année, plusieurs activités sont prévues par l'institution, mais le budget alloué est en deçà des attentes. Une problématique qui préoccupe le comité de pilotage de l'Éthiopie Guinée. Mohamed Alpha Bandi. Reparti autour de 9 axes, dont la production des rapports ITIE 2014-2015, le suivi de la distribution des revenus issus de l'exploitation minière aux communautés locales ou encore le renforcement des capacités des parties prenantes, le plan de travail annuel de l'ITIE Guinée nécessite un financement avoisinant les 5 milliards de francs guinéens.
Ce budget est loin d'être acquis. À ce jour, il n'est financé qu'à hauteur de 49%. L'État guinéen, qui devrait supporter les 51% du montant, n'a proposé que 500 millions de francs guinéens, soit 9%. Et actuellement, les possibilités de financement sont de l'ordre de 980 000 $ et il y a un gap de l'ordre de 800 et quelques mille $. Vous pouvez le deviner, il y a un gap financier important à combler et c'est pour cela que le comité a demandé de revoir le plan de travail et essayer de faire des réajustements pour pouvoir coller à la réalité. L'autre question débattue au cours de cette rencontre est l'inclusion dans les prochains rapports ITIE de la propriété réelle. Prenez par exemple que dans une société, il y ait plusieurs associés. Parmi les associés, il y a un qui a 25%, alors que d'autres n'ont que 2, 10, 15, 3%. Il s'agit de savoir qui assume donc le plus de responsabilités et à qui l'on doit s'adresser. Dans la responsabilité du partage, mais aussi dans la responsabilité, par exemple, des dommages causés à l'environnement qu'il faut réparer. Donc il faut savoir à qui en réalité appartient la société. La prochaine validation de la Guinée par l'ITIE international est fixée pour 2017. De nouvelles exigences sont à satisfaire, d'où l'importance de mener à bien les différentes étapes du processus. D'un comité de pilotage à un autre, au programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier, le comité de pilotage a tenu sa réunion sur l'examen et l'adoption du plan de travail et du budget annuel 2016. Le projet envisage la réalisation de plusieurs œuvres pour améliorer la performance et la gouvernance dans le secteur. Abdoulaye Diallo, explication. Il s'agit pour ces cadres d'analyser et valider le plan de travail du budget annuel de 2016 du programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Cette année, l'essentiel des activités consacrées sur les voyages d'études, le renforcement des capacités des acteurs et l'appui technique et financier des 5 départements impliqués dans la gestion des mines. Pour éviter les anomalies des années précédentes, des pistes sont identifiées. Maintenant, avant d'inscrire dans le PTBA une activité, il faut que l'activité soit accompagnée au moins par un projet de TDR. Sinon, on ne prend pas. Donc, les gens seront obligés. Et surtout par rapport au ministère des Mines et de la Géologie, c'est le ministre en personne qui a choisi plus des 3/4 des activités. Donc, il a commis une commission qui va être chargée d'élaborer très rapidement les TDR de ces activités. Après critiques et suggestions, les membres du comité de pilotage ont adopté à l'unanimité le plan de travail et du budget annuel 2016. Pour le président du comité, ce plan est bien réaliste et réalisable conformément aux priorités du gouvernement. Le budget est tenable parce que le budget est élaboré comment? C'est l'ensemble des structures internes des différents départements qui font des expressions de besoins et ces besoins sont analysés au sein de chaque département aux fins d'arbitrage interne. Ensuite, ces différents projets identifiés par les différentes directions et différents services des départements impliqués sont transmis après ces arbitrages à l'unité de gestion du projet qui ensuite prépare le projet de budget qui est transmis aux membres du comité de pilotage. Le programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier est un projet de la Banque mondiale. Il a pour mission principale d'assurer la transparence dans ce secteur. En déplacement, le ministre de l'Enseignement supérieur a visité le nouveau site de l'Institut Pasteur de Guinée. L'édifice en projet de construction est offert par la France pour permettre à la Guinée d'accroître la recherche scientifique dans le pays. Hadiatou Bari nous signe ce reportage. Sur ce site est prévu le futur Institut Pasteur de Guinée. L'infrastructure servira à la recherche scientifique en épidémiologie. Il permettra notamment de gérer des maladies infectieuses à potentiel épidémique. Un appui sanitaire du gouvernement français à la Guinée. Le but, c'est de couvrir un spectre beaucoup plus large d'épidémies. Regardez tous les virus qu'il y a dans le monde aujourd'hui. C'est important qu'un pays comme la Guinée puisse reprendre
ce niveau de qualité. On est là pour investir dans le long terme, pour la longue durée, pour le plus grand profit de la Guinée. Les travaux de construction de l'Institut Pasteur de Guinée vont durer 2 ans. En attendant le début des travaux, une partie du département odontologie sera rénovée. Ici, l'une des activités de l'Institut Pasteur de Guinée est entamée. Il consiste à la formation des étudiants guinéens aux méthodes de la recherche scientifique. Qui commenceront essentiellement par des activités de formation pour les étudiants guinéens que nous allons former aux différentes méthodes que nous utilisons. Ces étudiants seront des étudiants que l'on ne pourra pas tous recruter, bien entendu, à l'Institut Pasteur, mais qui iront aussi dans les autres instituts. Et l'autre objectif, c'est d'intégrer la recherche à l'université. Et sur cela, on a choisi ce site pour que l'université Gamal Abdel Nasser puisse partie intégrante de ce centre de recherche. Comme tous les autres centres de recherche que nous avons à travers le pays, nous allons les intégrer petit à petit aux universités, parce que c'est ça un peu la force des universités. Le gouvernement fera tout ce qu'il doit faire pour que cette réalisation soit faite très rapidement. La réalisation de ce nouvel Institut Pasteur de Guinée s'inscrit dans une logique de relance du système de santé après Ebola. Sa finalisation permettra de délocaliser le tout premier Institut Pasteur situé à Kindia pour la capitale Conakry. Désormais, celui-ci portera le nom de l'Institut de recherche en biologie appliquée de Pastoria. Dans cette même optique d'améliorer la santé publique, les acteurs de l'éducation envisagent eux aussi la construction d'un institut de santé. En prélude donc à la réalisation de ce projet, une conférence s'est tenue à l'université Amadou Dieng pour inviter les étudiants à promouvoir la santé publique. Reportage signé Yena Yansane. En Guinée, la prévention des maladies connaît un faible taux, surtout au niveau des populations. Face à cette situation, l'université Amadou Dieng et ses partenaires s'impliquent dans la promotion de la santé publique. C'est dans cette dynamique que Gildas Vieira, président de l'ONG École de l'Espoir et vice-maire de la ville de Blois, a animé cette conférence sur la santé publique. Une manière de faire savoir aux étudiants que le plus banal des gestes, comme lavage des mains, peut nous éviter beaucoup de maladies et nous sauver la vie. On sort d'une période d'Ebola, une période assez forte au niveau de la Guinée, et la réflexion qu'on a pu avoir, puisqu'on a eu l'occasion de venir pendant cette période Ebola et rencontrer toutes les instances qui œuvraient sur la partie Ebola, c'était le après. Donc le après Ebola pour nous, c'est d'avoir des mesures très concrètes en fait, qui nous permettent de pouvoir lutter contre différents types de maladies qui pourraient survenir, mais en amont. En perspective, il compte mettre en place un institut de santé publique et communautaire en Guinée. Ce projet interpelle la volonté commune, celle d'œuvrer à l'amélioration des méthodes sanitaires. Nous sommes tous conscients des problèmes que nous avons vécus récemment et nous sommes tous d'accord sur le fait qu'on a besoin de créer des instituts de recherche, des instituts spécialement dans le domaine de la santé publique, et nous espérons aboutir à l'ouverture de l'Institut de santé publique en République de Guinée. C'est quand Ebola est venu que les gens ont commencé à se laver les mains avec le savon. Les gens ne savaient pas et tout le monde a été surpris, ce qui fait que Ebola a fait beaucoup de ravages. On va sensibiliser les élèves. C'est un partenariat qui est garanti et je vous assure qu'ils vont financer beaucoup de choses dans le cadre de cette école. À travers cette démarche, l'université Amadou Dieng compte offrir une formation de haut niveau aux professionnels de la santé publique, une façon de contribuer à la lutte contre les maladies épidémiologiques dans notre pays. On en vient maintenant à la lutte contre les mutilations génitales féminines avec ce document de plaidoyer remis au ministère de la Justice et celui de la Santé. À travers ce document, le ministère de l'Action sociale plaide pour le respect des lois et des textes interdisant la pratique des mutilations génitales féminines en Guinée. Des précisions en images, Mohamed de Camara. Malgré la volonté affichée du gouvernement et ses partenaires à lutter contre les mutilations génitales féminines, la courbe est loin d'être à la baisse. Selon les chiffres disponibles,
Le taux de prévalence des MGF en Guinée est l'un des plus élevés au monde, soit 97% des femmes excisées. Pour freiner cette pratique, le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance fait ses plaidoyers à l'endroit des ministères de la Justice et celui de la Santé impliqués dans la lutte contre la pratique. Et nous avons décidé de porter un plaidoyer au haut niveau, c'est-à-dire au niveau du ministère de la Justice, pour solliciter auprès du ministre et de tous les cadres de ces départements de nous aider à faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Et au niveau de la santé, d'appliquer l'arrêté conjoint qui interdit la pratique de mutilation génitale féminine dans les structures sanitaires, étant donné que les constats sont que 31% des cas sont pratiqués dans ces structures. Le combat des responsables du ministère de l'Action sociale à travers ces déplacements est d'impliquer davantage ces ministères concernés à jouer leur partition dans la lutte contre les MGF en Guinée. Il y a eu des condamnations qui ont été prononcées contre les femmes qui sont auteurs effectivement de ces pratiques et depuis 2 ans, ça continue. Alors certainement les sanctions ne sont pas encore sévères, mais voyez-vous, les choses évoluent aussi sur le plan judiciaire. Il faut que les gens sachent que quiconque fera cette pratique-là, quand il est découvert, quand il est dénoncé, il y répondra devant les tribunaux. Après 20 ans de lutte, le constat révèle que le pari est loin d'être gagné. Pourtant, il existe un arsenal juridique et une note circulaire punissant la pratique des mutilations génitales féminines sur tout le territoire national. Et cette cérémonie de lancement des travaux de conditionnement des déchets au port autonome de Conakry. L'opération consiste à éliminer les anciens stocks et équipements contenant des polluants organiques persistants. Abraham Christophe Conté, Francis Collier. C'est le lancement des opérations de reconditionnement des PCB stockés au port autonome de Conakry. L'opération est initiée par le projet polychlorobénéphényl PCB avec l'appui du ministère de l'Environnement. La démarche vise le respect des mesures pour un environnement sain. Le projet PCB, c'est un projet qui concerne 14 pays d'Afrique francophone. C'est la convention de Stockholm qui dit que tous les transformateurs PCB doivent être, leur fonctionnement doit être arrêté avant 2025 et les éliminer en 2028. Les PCB sont contenus dans des transformateurs là, qui nous donnent du courant. Mais tous les transformateurs fabriqués avant 1990, c'est des transformateurs à PCB. Mais c'est des transformateurs qui sont très puissants, qui conduisent bien le courant électrique, mais il y a le côté dangerosité. Les transformateurs, c'est des matériaux, il y a de l'aluminium, il y a le cuivre. Si on utilise ça aussi pour fabriquer des marmites, aussi ça va se retrouver dans le plat de chacun. Pour les responsables en charge du département, les PCB font partie des déchets les plus dangereux. Ils constituent un risque majeur pour la santé des populations et leur environnement. Nous savons déjà les sociétés qui utilisent ces produits PCB. Nous avons déjà fait l'inventaire de ces sociétés. Maintenant, ce qui reste, c'est de faire l'inventaire de tous les stocks qui ont atteint l'âge d'être éliminés. Nous sommes en train de voir comment mettre une équipe sur place pour faire ces inventaires. Les PCB sont des produits chimiques associés à l'huile pour l'alimentation des transformateurs. Les transformateurs fabriqués depuis 1990, selon les spécialistes, sont des encombrants physiques de la nature. Aujourd'hui, la Guinée est le premier pays à exporter ces PCB pour leur destruction en France le 7 avril prochain. La menace terroriste préoccupe les autorités guinéennes qui renforcent la sécurité à tous les niveaux. En tournée dans la préfecture de Koundara, le directeur général des douanes a invité les hommes en armes à plus de vigilance face à la montée du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Sekou Ferland Kourouma sur le pas de la mission douanière à Koundara. Il s'agit de sensibiliser les militaires et paramilitaires en service le long de la frontière avec la Guinée-Bissau et le Sénégal. Objectif, renforcer les efforts pour un contrôle efficace à travers une gestion coordonnée des frontières. Au corps constitué, Général Toumani Sangaré a souligné la menace terroriste qui plane sur tous les pays de la sous-région. C'est sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Fakonde, chef des armées, qui nous a été demandé de passer dans les frontières pour rappeler aux uns et aux autres la menace terroriste qui plane sur
tous les pays du monde. Nous avons rappelé aux uns aux autres la nécessité de redoubler de vigilance, de concilier la facilitation du contrôle, tout en luttant efficacement contre le terrorisme. À Fulamori comme à Sambaïlo ou à Bundufugu, le directeur général des douanes a loué les efforts du président Alpha Condé. Professeur Alpha Condé, dont la confiance en ses troupes le long des frontières est manifeste. Général Toumani Sangaré a aussi appelé les populations à plus de collaboration. Nous avons donc demandé à la population civile de contribuer à lutter efficacement contre toute éventualité de terrorisme dans notre pays. Les villages riverains. Donc on a passé là-bas pour dire aux gens de travailler, d'accepter travailler avec l'autorité. Accepter, c'est de nous communiquer à chaque fois qu'ils voient des personnes qu'ils doutent, qu'ils viennent nous informer. Autre temps fort, la mission, la visite de ce poste de contrôle moderne en construction. Ici, la Guinée et le Sénégal mettront les efforts à profit pour sécuriser leur territoire et protéger la population et leurs biens. Retour à Conakry pour parler de la visite de terrain du ministre des Sports sur les chantiers de son département. Siaka Bari s'est rendu au 2 stades en rénovation le 28 septembre à Dixine et celui de la mission à Kaloum avant de visiter le chantier de la nouvelle bibliothèque nationale. Abdul Karim Kamara, compte rendu. Première étape de cette visite, ce bâtiment de 3 niveaux en construction dans l'enceinte de l'université Gamal Abdel Nasser. C'est la future bibliothèque nationale. Les travaux sont exécutés à hauteur de 75% pour un délai de 12 mois. La bibliothèque que vous voyez derrière nous, c'est la bibliothèque nationale de Guinée. Et elle comporte des salles de lecture, des salles de stockage qui sont majoritaires d'ailleurs. Nous avons aussi des bureaux. Avec préfinancement, nous avons atteint ce cap-là que vous voyez en ce moment. Et puis, le stade du 28 septembre est en rénovation depuis la semaine dernière. L'entreprise en charge des travaux s'active dans les gradins, la tribune, les vestiaires, afin que le vieux stade affiche un nouveau visage. Et nous comptons finir les travaux le 27 février. Nous avons déployé vraiment beaucoup d'équipes pour que nous puissions respecter le délai. Il y a la menuiserie, la maçonnerie, la soudure, l'électricité, la plomberie, la peinture et puis les petits aménagements extérieurs. Le stade de la mission à Kaloum est la 3e étape de la visite du ministre de la Culture et des Sports. Ici, l'entreprise chinoise Castor est à 85% des travaux d'innovation et d'extension des gradins. Si nous avons de telles infrastructures, si nous avons de tels accompagnements, si nous avons de telles complicités entre le département que je dirige et les mécènes et les sponsors, je pense que le football guinéen, le sport guinéen en général et la culture guinéenne pourront sortir de l'ornière et de la léthargie dans laquelle ils sont plongés. Le ministre affirme que d'autres infrastructures sportives et culturelles seront bientôt rénovées et construites. C'est le cas par exemple du stade de Nongo dont les travaux de finition sont prévus pour le mois de juin 2015. En culture, vous le savez, le grand rendez-vous ce week-end, c'est ce concert géant du rappeur franco-guinéen Alpha Diallo Black M. L'événement est prévu demain samedi au stade de Nongo, dans la commune de Ratouma. En attendant, l'artiste a animé ce matin un point de presse pour définir les enjeux de ce spectacle. Le reportage de Mikini Moussa Kamara est rendu par Rose Boudjou. La structure de production Tidiane World Music face à la presse. Elle présente le projet du méga concert de l'artiste français d'origine guinéenne prévu ce samedi au stade de Nongo. La structure a pris l'engagement d'assurer la sécurité des mélomanes. 1700 agents de sécurité seront déployés pour la réussite de cet événement très attendu à Conakry. Les 87 toilettes et les 58 portes du stade de Nongo seront ouvertes au grand public. Les 13 meilleurs groupes de la musique urbaine de Guinée et des grands noms du hip-hop africain et d'ailleurs seront de la partie. Ils voient des concerts à New York, partout, ils n'ont pas accès à ça. Ça les pousse à l'immigration, à aller se faire tuer dans les avions. Au mieux de faire des événements ici qui les met à l'aise, qu'ils aient à aimer leur pays. Ils voient ces gros concerts seulement qu'à la télé. Ils n'ont jamais accès à ça. Âgé de 32 ans, la méga star franco-guinéenne Amadou Alpha Diallo alias Black M va livrer un concert géant dans la capitale. Le rappeur a déjà acheté 1000 tickets pour les handicapés en guise de solidarité en faveur de cette couche sociale.
Au niveau humanitaire, on essaie d'aider au maximum la Guinée, pas particulièrement les femmes, mais le peuple guinéen à notre échelle, tant qu'on peut donner, on donne. Et là, c'est un début qu'on a fait avec justement l'association Avançons pour la Guinée, qui a donné les noms pour une nouvelle ce matin. Et voilà, on va continuer à donner la force à nous. Les yeux plus gros que le monde, c'est le nom de l'album international de l'artiste Black M. Un opus de 19 titres sorti le 31 mars 2014. Il est arrivé à Conakry avec toute sa famille, des grands noms du rap et de la musique urbaine. Justement, par rapport à ce concert, nous allons recevoir ici en direct l'artiste Alpha Ibrahima Diallo, Black M. Bonsoir Black M. Bonsoir. Alors, Black M, votre nom c'est Alpha Ibrahima Diallo. Pourquoi ce surnom? Pourquoi ce surnom? C'est un surnom que... C'est un diminutif de Black Mesrim. Black Mesrim, c'est un jeu de mots que j'ai trouvé il y a plus de 15 ans maintenant avec mon groupe La Section d'Assaut. C'est un jeu de mots, par rapport à un gars connu en France qui était l'ennemi public numéro 1. D'accord. Vous êtes de retour dans votre pays natal, la Guinée, pour un concert géant. Alors, quelle sera la particularité de ce concert par rapport aux autres concerts que vous avez l'habitude de livrer? La particularité, c'est que je suis dans mon pays d'origine. Et c'est la première fois que je me produis en tant qu'artiste solo dans mon pays d'origine. Je pense que ça va être un gros show. Je le ressens par rapport aux attentes, par rapport aux demandes. Je sais que ça va être énorme. Et tu sais que ça va être énorme maintenant. Tu es en face des mélomanes du hip-hop guinéen. Quel est le message que tu peux leur lancer? Qu'est-ce que tu prévois leur livrer demain? Bon, mon message il est simple. Je suis issu d'un groupe, d'un grand label qui s'appelle le Watibé. Et dans le Watibé, on dit que c'est une famille. On dit que c'est une famille parce qu'il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs artistes. Et nous, c'est l'union fait la force. Il faut rester soudés. Et cette force, vous allez la démontrer demain? Demain, si Dieu veut. Alors, content d'être à Conakry? Bien sûr, ça faisait... depuis 2012, j'étais pas venu. Ok. Merci et bon séjour à toi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, pour revenir à ce journal du Public Reportage, le réseau MTN se veut plus proche de sa clientèle. Pour marquer ses 10 ans d'existence, l'opérateur de téléphonie a ouvert une nouvelle agence de proximité à la cité Plaza Diamant à Kipé. L'inauguration s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud et le personnel de l'entreprise. Rose Pocho, Marie-Angélique Bangoura. C'est désormais opérationnel. L'agence MTN de Kipé à Ratoma a été inaugurée ce vendredi à la cité Plaza Diamant. Avec ces nouveaux locaux, l'opérateur entend se rapprocher de ses abonnés en mettant à leur disposition un lieu d'écoute et d'information. Ainsi, les usagers de la commune de Ratoma et alentours pourront s'offrir de nouveaux services comme le Mobile Money. Un service qui permet de transférer directement de l'argent à des proches ou à des créanciers. Notre promesse à votre niveau est de continuer à vous offrir un niveau de satisfaction élevé. Le choix de cette location pour ce nouveau centre n'est pas anodin, car il est lié à un centre de vie dans cette commune. L'agence est dotée également d'une salle VIP avec un personnel qualifié pour répondre aux attentes des clients. L'ouverture de ce centre de proximité est saluée par de nombreux citoyens et usagers. C'est pour permettre à la population guinéenne d'avoir accès aux services de nouvelles technologies à moindre coût. Et MTN est un partenaire dans ce sens qui nous accompagne et qui accompagne la population guinéenne. Et nous encourageons les autres opérateurs à emboîter le pas, à faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus proches de la population. Créer une agence de MTN à ce niveau-là, je pense que c'est un très bon plan marketing qui a été fait par MTN, parce que c'est un tronçon que beaucoup de gens pratiquent quand ils sortent de la ville ou quand ils vont en ville. Donc c'est plus facile et plus rapide de s'arrêter et de faire ses achats ou de faire des services au niveau de MTN. Ce que j'attends de cette agence, c'est de pouvoir venir et d'être servi le plus rapidement possible. L'inauguration de ce centre client vient ainsi compléter à 13 agences déjà implantées à travers le pays.
Elle coïncide avec les 10 années d'existence du réseau MTN sur le sol guinéen. Mesdames et messieurs, avant de boucler ce journal, nous allons revenir sur ce communiqué du gouvernement Conakry 12 février 2016. Ce matin à 6h30, une attaque contre la position guinéenne à Kidal, dans le nord Mali, a fait 3 morts et plusieurs blessés selon un bilan provisoire. Cette attaque combinée à la roquette et à la camionnette piégée est la deuxième du genre contre les soldats du bataillon Gangan déployés dans cette région. Une cellule de crise vient d'être mise en place à Conakry sous la tutelle du ministère de la Défense. Le gouvernement rappelle que les soldats guinéens sont engagés aux côtés de l'armée malienne et des forces des Nations Unies avec lesquelles ils accomplissent avec courage et efficacité cette mission pour consolider la souveraineté du Mali et lutter contre les groupes terroristes. À cette triste occasion, le gouvernement adresse ses condoléances aux familles de nos vaillants combattants et les assure de la solidarité du pays dans ces douloureuses circonstances. La cellule de communication du gouvernement. Voilà qui met fin à cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi et à demain.